j'exagère un peu, mais enfin des centaines et des centaines d'endroits où des rescapés de la Shoah ou des enfants cachés viennent témoigner et raconter leurs histoires à tout un environnement dans toutes les langues possibles et imaginables. Donc ça, c'est fait d'une façon incroyable. Pourquoi? Parce que ces dernières années, de plus en plus, l'histoire de la Shoah est personnalisée. Il ne faut pas seulement apprendre les grandes lignes et les grandes thèmes de l'histoire de la Shoah de la Seconde Guerre mondiale. Non, la Shoah, c'est d'abord et avant tout des personnes. Ce n'est pas 6 millions, c'est 1 plus 1 plus 1 plus 1. C'est-à-dire qu'il faut connaître encore des parcours et un qui était partisan chez les partisans soviétiques, un qui a fait libéré, qui était un soldat dans l'armée rouge. Ma mère, par exemple, était soldate britannique dans la brigade juive en Afrique du Nord contre les troupes de Rommel, et des rescapés des camps, des rescapés d'Auschwitz, et ainsi de suite. Donc, il y a aujourd'hui un intérêt sur les personnes mêmes, pas seulement sur les faits historiques. Et ça, c'est fait. Toutes les écoles, bon, cette année, c'est un peu plus compliqué, mais avec Zoom, on peut le faire. Toutes les écoles travaillent sur la Shoah, pas à Yom HaShoah, pas le jour de la Shoah, ils travaillent pour Yom HaShoah, quelques mois avant, quelques semaines avant, un peu plus, un peu moins, de tous les âges. Tout est adapté et il y a un enseignement autour de la Shoah qui est très fort, mais surtout le mot clé, c'est le mot personnalisé. Que la Shoah, c'est pas 6 millions, c'est 1 plus 1. C'est ça ma réponse. Voilà à peu près ce qu'on fait. Et il y a effectivement des unités de l'armée israélienne qui ont adopté des rescapés. Donc, chaque unité vient voir. Bon, aujourd'hui, c'est un peu plus compliqué, mais avec Zoom, c'est OK. Ils s'occupent de tel ou tel rescapé de la Shoah, ils le suivent, ils l'aiment, ils l'entourent, ils l'écoutent. Et il y a un envouement pour cette personnalisation de la Shoah ces derniers temps. Je pense avoir répondu. Tout à fait, tout à fait. Ça me semble très important ce que tu viens de dire, cette notion que la Shoah, ce n'est pas 6 millions, un chiffre abstrait, mais c'est 1 plus 1 plus 1 plus 1. Beaucoup d'entre nous ont visité Yad Vashem, et à Yad Vashem, je crois qu'on a eu effectivement l'intuition de montrer que la Shoah, c'est 1 plus 1 plus 1. Nous avons en mémoire les portraits de tous ces Juifs dont on a le nom, puisqu'ils sont connus à travers des listes de témoignages, mais qui, d'une certaine manière, sont des visages anonymes, mais néanmoins présents, mais néanmoins réels. Et c'est très important de comprendre cela. Shlomo, je voudrais te poser une question. Nous sommes maintenant environ 80 ans après la Shoah. Il n'y a plus beaucoup de survivants. Il y a encore des enfants de survivants, mais ceux-ci ne sont plus très jeunes non plus. Il y a eu un effort gigantesque pour préserver la mémoire de toutes les façons possibles et imaginables, y compris à travers l'enregistrement de beaucoup de témoignages par les différentes institutions mémorielles. À quoi va ressembler la transmission de la mémoire au XXIe siècle, dans les décennies qui vont venir? Est-ce que tu crois personnellement à la possibilité de continuer à transmettre la mémoire? Y a-t-il de nouvelles méthodes que l'on peut employer pour maintenir la mémoire et pour transmettre la mémoire? Alors, deux réponses là-dessus. Premièrement, d'un côté, je suis très optimiste. Pourquoi? Parce que la mémoire rebondit. Jamais ces dernières années, on a trouvé autant d'archives où des archives ont été ouvertes et mises en ligne sur Internet ou sur tous les réseaux. Et il y a des possibilités aujourd'hui de trouver des faits historiques qu'il n'y avait pas il y a beaucoup d'années. Je vais vous donner un exemple. Il y a une dame de Haïfa qui m'a de 80 ans. Elle m'appelle en disant « Shlomo, tu sais faire des recherches. » On m'a dit « Est-ce que tu peux me dire qui je suis ?» J'ai dit « Pardon madame, je n'ai pas compris votre question. » Et alors, elle était bébé
Les parents ont été déportés. Ils ont déposé à côté du train un sac dans lequel elle était cachée en tant que bébé. Et ils ont mis dans l'habit du bébé un mot avec le prénom et le nom du bébé, mais pas leur prénom à eux. Les parents sont morts au Auschwitz. Elle a survécu. Un brave Français, sans doute un juge, je ne sais pas, qui a trouvé le bébé, l'a gardé, l'a élevé quelques années, il l'a rendu à l'OSE, à l'œuvre des secours aux enfants après la guerre. Personne n'est venu la réclamer. Il a été mis dans un groupe d'orphelins qui a été envoyé en Israël. Elle a grandi dans un kibbutz. On lui a donné un prénom en hébreu. Elle n'a pas besoin de nom de famille dans un kibbutz. Alors je lui ai dit, mais madame, pourquoi à l'âge de 80 ans, vous voulez chercher qui vous êtes? Et elle me dit la phrase suivante, Shlomo, je voulais construire l'avenir. J'avais fait un X sur le passé. Je construis l'avenir. J'étais israélienne, j'étais à l'armée, je me suis mariée. Alors je dis, pourquoi maintenant, madame? Parce que mon petit-fils a 13 ans et à l'âge de 13 ans de la bar mitzvah, la communion israélite, on fait un devoir de mémoire pour l'école en Israël et j'ai rien à lui dire, j'ai pas d'arbre généalogique, je sais pas qui sont. Est-ce que tu peux trouver? Et comme Serge Klarsfeld a fait ouvrir les archives de la police française de collaboration, ce qu'on appelle le dossier Tullard, qui a été ouvert à peu près dans les années 90 par Klarsfeld et qui est maintenant, on peut le consulter au mémorial au 4e étage, où il y a plein de documents incroyables. C'est ce que j'appelle des vies en papier. Les gens continuent à vivre. Et ça, on le découvre maintenant. C'est-à-dire, il y a un rebondissement de l'histoire pour ceux qui veulent absolument savoir. Il y a des moyens incroyables d'arriver à des connaissances et des détails et des documents qu'il n'y avait pas il y a 20 ans. En plus, il y a Internet aujourd'hui, donc il y a des possibilités. Ça, c'est une des premières réponses, un rebondissement de la mémoire. Et alors, je vais vous donner encore deux réponses. J'ai guidé à Yad Vashem beaucoup de groupes, des groupes juifs, des groupes non juifs. Un jour arrive un groupe du Rwanda, une vingtaine de survivants du génocide rwandais. Et ils notent tout ce que je dis. Ils notent. Et je leur ai demandé, mais pourquoi vous notez tout? Pourquoi vous êtes venu à Yad Vashem de Kigali, du Rwanda? Il dit, monsieur Shlomo, nous on a été victimes, 1 million de nos frères sont morts, 70% du peuple Tutsi est mort. On ne sait pas comment se souvenir. On a entendu dire que vous, les Juifs, vous êtes des fous de la mémoire. On est venu apprendre chez vous comment nous souvenir. Et ils notaient tout. Et jusqu'aujourd'hui, je suis très lié à eux. Et quand ils ont ouvert un bureau à Paris, où c'est qu'ils l'ont ouvert? Au Casib Kojator, dans un truc juif, parce que vous comprenez. J'ai guidé des Arméniens, j'ai guidé un jour des Berbères du Maroc. Et ils notaient tout. Alors je leur demande, mais pourquoi vous notez tellement de choses? Jamais j'ai vu des étudiants qui notent tout. Il dit, monsieur Shlomo, nous on vient du Maroc, on est du Rif, on est des Berbères. En 1920, il y a eu la guerre du Rif. Et 500 000 Berbères ont été massacrés par les Espagnols avec du gaz hypérite de la Première Guerre mondiale. Et ils voulaient savoir également comment organiser leur mémoire. Donc, tout d'un coup, je me suis trouvé tout un groupe, juifs, non juifs, qui cherchent aujourd'hui à se creuser la tête comment on va faire pour la mémoire. Et la dernière chose que je voulais dire pour cette question-là, il y a un chant de Jean Ferrat, extraordinaire que nous connaissons. Ils étaient 20 et 100, ils étaient des milliers de nuées et brouillards. Et il y a une phrase dans la chanson de Jean Ferrat qui est extraordinaire. Il dit « Je twisterai les mots s'il fallait les twister pour que nos enfants sachent qui vous étiez. » Aujourd'hui, on dirait faire du rap ou faire Instagram ou Eva Story. Okay. Il faut trouver un moyen pour arriver à l'intéresser les gens. Mais derrière ces moyens, il faut également avoir une personnalisation des victimes. Il faut les moyens technologiques, techniques. Et par exemple, quand sont sorties les premières bandes dessinées, Maus, sur la Shoah, il y a eu les premières bandes dessinées, ça a fait un scandale, des bandes dessinées sur la Shoah. Aujourd'hui, ça paraît tout à fait logique. Parce que les gens lisent des bandes dessinées, les jeunes, les ados. Bon, on va étudier. S'il faut faire du rap, on fera du rap. Alors évidemment, mais il faut que derrière toutes ces méthodes-là, il y ait une personnalisation. Il faut raconter chaque histoire. Comme tu as dit, 1 + 1 + 1. Et il faut vraiment raconter des histoires. Le moyen de le faire, chacun trouvera comment capter l'intérêt technologique, technique, éducatif.
social qui permet à des gens de s'intéresser. Et il y a une lutte à faire, parce que pas seulement les Juifs, mais partout, on a tendance à oublier les grandes catastrophes humaines. Et il faut rester un être humain, donc il faut continuer à raconter. Dans Alumim, effectivement, beaucoup de gens sont inquiets. Qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer? Et alors, ils témoignent, ils écrivent, et c'est mis sur vidéo et dans des tas de réseaux sociaux. Mais effectivement, il y a un travail à faire dans ce domaine-là. Voilà à peu près les réponses que je voulais donner. C'est tout à fait important et passionnant. Nous sommes actuellement dans une situation mondiale exceptionnelle avec la crise du coronavirus et l'une des conséquences positives de ces événements négatifs, c'est évidemment ce que nous faisons maintenant, c'est-à-dire le développement exponentiel des moyens de communication virtuelle. Est-ce que, d'une manière générale, ce type de contact qui peut être facilement planétaire, est-ce que ce type de contact peut jouer un rôle important aujourd'hui? Oui, l'éloignement rapproche. L'éloignement rapproche. Très joli. Ça, c'est vrai que le fait qu'on soit à la maison et qu'on a besoin d'un contact avec l'extérieur, on ouvre l'ordi et on a une fenêtre sur le monde. Je te vois et je vois le monde et jamais j'ai autant parlé avec tellement de gens que ces derniers jours avec Zoom. Alors effectivement, il y a un côté, je m'excuse de dire le mot positif, bien que j'ai peur de le dire, on est d'un côté enfermé, mais on a une ouverture, tiens, on va connaître l'autre. Et tout d'un coup, par Zoom, je découvre des gens que je n'aurais pas connus, même que moi j'ai rencontré parce que je travaille à Yad Vashem, des gens du monde entier, ou des juifs du monde entier, ou d'autres victimes. Et tout d'un coup, on s'est retrouvés ensemble. Le mot ensemble est très important. À Alumim, par exemple, ce sont des gens plus âgés. Alors, c'est un peu plus compliqué de leur enseigner Zoom, mais on le fait en ce moment de façon à ce qu'il y ait des contacts. Un des trucs les plus importants qu'il y a dans l'organisation Alumim, c'est les groupes de parole, où les gens viennent ouvrir leur cœur et parler des problèmes qu'avaient les enfants cachés. Par exemple, un jour, ils ont fait une discussion. La dernière image qu'on a de nos parents, la majorité n'ont des fois pas la photo de leurs parents. Ils avaient 2 ans, 3 ans, ils ne savaient pas très bien de quoi ont l'air leur papa, leur maman. Et tout d'un coup, ils ont commencé à parler pour redonner un visage à leurs parents. Chacun a sorti de son cœur. Les gens... Hein? Sur Zoom, il y a un événement. Ben, il faut le code. Excusez-moi, vous pouvez s'il vous plaît laisser l'intervenant parler. Merci. Donc, il y a tout d'un coup un besoin de parler. Et des fois, quand on enseigne comment ça marche Zoom, il y a effectivement une possibilité de s'exprimer, de parler plus profondément. On a le temps de consacrer du temps à parler avec l'autre. Donc, ça, c'est un des côtés positifs, d'ouvrir son cœur et de dire des choses qu'on n'a pas dit à d'autres gens. Des fois, maintenant, on peut sortir ce qu'on peut dire. Et chez les enfants cachés, beaucoup de rescapés de la Shoah, il y a ce phénomène-là. Il y a ce phénomène de vouloir parler et maintenant, ils s'en ont privé, donc ils cherchent tous les moyens et des fois, ils parlent plus des choses qu'ils n'ont pas dit jusqu'à là. Donc, il y a un côté positif. Il y a quelque chose de très important dans ce que tu es en train de nous dire, Shlomo. Tu es en train de nous dire que les enfants cachés, mais on pourrait aller plus loin, on pourrait parler des enfants, des enfants de survivants eux-mêmes, ont tendance maintenant à parler alors que jusqu'à présent, ils n'avaient peut-être pas beaucoup parlé, ils avaient laissé les survivants parler et maintenant c'est à eux de parler peut-être. Oui. Alors, la deuxième génération dont je fais partie avait plusieurs problèmes psychologiques. Il y a une psychologue israélienne qui s'appelle Dina Vardi qui avait dit qu'il y a 2 sortes de fils de survivants. Il y a les fils des héros et les fils des victimes.
Et elle avait reçu dans un homme d'une quarantaine d'années qui avait beaucoup de problèmes psychologiques. Il était fils de 2 survivants. Son père a survécu à Auschwitz. Sa mère, qui était une chef résistante, était une chef d'un réseau de résistance. Et lui, il avait plein de problèmes. Alors, Dina Vardi lui a demandé où est le problème. Alors, le problème était suivant. Il méprisait son père. Son père était rescapé d'Auschwitz et il a fait que souffrir. Et quand il était petit, qu'il avait une très mauvaise note à l'école, un cahier de notes 0, 0, enfin que des mauvaises notes, il allait d'abord faire signer son père. Le père prenait le livret de notes, voyait maths 0, français 0, physique 2, enfin, bon, bref, un élève assez nul. Le père, il prend la feuille, il lui dit comme ça, il signe tout de suite, il ne pose même pas la question pourquoi tu as eu 0 et ainsi de suite. Et il lui dit, tu as mangé aujourd'hui? Tu t'es pas cassé une jambe aujourd'hui? Alors de quoi tu te plains? Bon, alors tu as 0 en maths, so what? Donc il méprisait un peu son père dans sa tête et il était très jaloux. Il avait peur de sa mère qui était une chef résistante, qui elle, quand elle devait signer le carnet de notes, elle prenait le carnet de notes, elle lui disait, tu peux pas être premier, tu peux pas te battre, pourquoi tu as 0? Et lui, il était coincé entre un père victime et une mère héroïque. Et dans sa tête, c'était toute une confiture. Donc, il a été voir Dina Vardi. Moi, j'ai la chance, je suis le fils de 2 héros. Mon papa fait partie des FFI, les Forces françaises de l'intérieur en 1944. Il s'est évadé du camp d'Écloton. Il a été arrêté, il s'est évadé, il a rejoint la résistance. Et ma mère, qui est montée en Palestine britannique en 1936, en 1942, elle s'engage dans l'armée britannique. Elle était dans la brigade juive de l'armée britannique qui s'est battue contre les Rommels en Afrique du Nord. Donc, ma psychologie à moi est peut-être plus simple. Mais il y a beaucoup de familles où on n'a pas parlé. Parce qu'il y avait des questions. Pourquoi toi, tu as survécu et pas ta famille? Et c'est que quand il y a eu le procès d'Eichmann, dans les années 60, tout a éclaté, où tout d'un coup, les témoins sont les personnes les plus importantes. Beaucoup de survivants ont dit on va construire la vie, qu'est-ce qu'on a besoin de raconter, toutes les horreurs qu'il y a eu, et puis c'est mes enfants, je vais leur raconter des belles choses, qu'est-ce que je vais leur dire, toutes les horreurs. Et aujourd'hui, il y a une deuxième génération, des gens de 50, 60, moi j'ai 72 ans, qui disent il faut raconter. Donc j'ai écrit il n'y a pas longtemps, mes parents m'ont pas tellement parlé, je savais des détails à droite à gauche, mais c'est que maintenant ça éclate. Et bien sûr les petits-enfants, et quand il y a eu les voyages en Pologne, d'Israéliens et de monde, tout d'un coup, on retrouve les villages où ont grandi les grands-parents. Je me rappelle qu'avec ta fille, on a été voir la ville de Lechna, d'où vient ta famille, Michel. Donc, c'était tout d'un coup, on retrouve l'histoire des familles et il y a un intérêt maintenant pour quelles sont nos racines, quelle est l'histoire de notre famille. Et ça rebondit, et ça va rebondir encore plus. Tiens, j'ai pas tous les détails. Et maintenant, il y a des moyens d'avoir tous ces détails-là. Il y a des choses que je ne pourrais pas dire il y a 10 ans, il y a 20 ans, et maintenant, c'est évident que je peux avoir tout. J'ai les feuilles d'arrestation de mes parents. J'ai même la raison pour laquelle mon petit cousin de 3 ans, Shlomo, qui a été assassiné, la raison, vous la connaissez, elle est marquée en surnombre de l'économie nationale. Okay? Donc, tout d'un coup, on découvre des choses et tout s'arrange. Il y a encore un mot que je voudrais dire. Il y a un livre de Didier Eppelbaum que tu connais, Michel. Didier a écrit un livre qui s'appelle Pas un mot, pas une ligne. La théorie est la suivante. En août 1944, à la Libération, on parle des Juifs déportés. En janvier 1945, février 1945, il n'y a plus rien. C'est une phrase de Jean-Paul Sartre. Pas un mot, pas une ligne sur les Juifs. Et tout d'un coup, il y avait un ordre, sans doute de De Gaulle, c'est ce que dit Didier Eppelbaum. Il faut réunir les Français de nouveau. Donc, on parle des déportés en général, pas forcément des Juifs. Il y a eu beaucoup de gens qui ont été déportés, il y avait aussi des Juifs, mais on parle, et tout d'un coup, il y a le silence, jusqu'à le procès d'Eichmann en Israël en 60 et le travail de Serge Klarsfeld dans les années 70, où tout d'un coup, tout éclate. Et on s'aperçoit que la majorité n'ont pas été jugés. Klarsfeld fait rechercher
des nazis qui n'ont pas été jugés, et tout rebondit de nouveau. Mais il y a un travail à faire. Il y a effectivement un moment, il y a eu un ordre, pas un mot, pas une ligne. Et il y a des gens qui ont dit, ouais, c'est vrai, à quoi ça sert de fouiller le passé, c'est triste, c'est difficile. Il faut maintenant construire l'avenir. Un mot sur Israël. Beaucoup d'enfants cachés sont venus en Israël après la guerre. 2 tiers des gens qui se sont battus pendant la guerre d'indépendance de l'État d'Israël sont des rescapés de la Shoah. 2 tiers. Et il y en a un Français qui s'appelle Israël Hurin. Il habite à Jérusalem. Il était caché tout seul à Paris à l'âge de 12 ans. Ses parents ont été arrêtés. Il s'est caché tout seul. Alors, je lui ai demandé comment tu t'es caché tout seul à 12 ans. Il dit, j'ai été au Hall. Je me suis caché sous les tables des marchands et je piquais à manger. Et il y a un paysan français qui m'a pris, mais pourquoi tu voles? Tu es un voleur là, tu as pris une pomme, tu as pris quelque chose. Et il a dit, monsieur, je suis tout seul, on m'a arrêté mes parents. Et le brave français lui a dit, tu viens avec moi en Normandie, tu vas travailler dans ma ferme. Et en 1944, à la Libération, il revient à Paris, il découvre qu'il n'y a plus rien, il a à peu près 14-15 ans. Il voit qu'il y a un bureau pour se battre à la guerre d'Israël, à la guerre d'indépendance. Il y a un truc qui s'appelle en hébreu le Gahal, Giyus Chutzlaretz, des volontaires qui viennent se battre pour l'indépendance d'Israël. Il va mentir sur son âge, il va se battre. Et moi, je lui ai demandé, mais Israël, pourquoi tu as besoin de venir te battre en Israël? Tu as perdu ta famille, reconstruis-toi, repose-toi. Et il dit, Shlomo, une fois dans ma vie, je peux me tenir sur mes pattes, je peux me tenir debout, je peux me battre pour ce à quoi j'ai droit, la vie. Et il y a beaucoup de gens d'Aloumim comme ça qui sont arrivés dans les années 45, 47, qui avaient 16 ans, 17 ans, qui sont battus dans la guerre d'indépendance. Et c'est une reconstruction. C'est également eux, ils n'ont pas tellement parlé. Lui, ça lui a mis également du temps à parler, à raconter l'histoire de sa famille. Je vais trouver tous les documents sur sa famille beaucoup plus tard. Vous savez qu'ils étaient morts à Auschwitz, mais moi, je vais trouver toutes les feuilles et même le certificat de décès. On peut trouver aujourd'hui aux archives d'Auschwitz, de Bad Arolsen, les archives des camps nazis. Mais lui, ce qui l'intéressait, c'est de se tenir debout, se reconstruire. Donc, il a commencé à parler lui-même beaucoup plus tard. Il s'est battu, il a eu des réponses intérieures pour lui, mais pas pour transmettre. Maintenant, oui, il transmet beaucoup, beaucoup, beaucoup. Voilà. Alors, Shlomo, il nous reste 5 minutes. Je suis persuadé qu'il y a beaucoup de gens qui voudraient te poser une ou deux questions. Ce que je vais demander aux personnes qui sont avec nous, vous avez une petite icône conversation en bas de votre écran. Envoyez, s'il vous plaît, une question par écrit. Je vais essayer de reprendre vos questions et, le cas échéant, de les synthétiser de manière à ce que nous puissions, dans le temps limité qui nous reste, entendre les réponses de Shlomo. Est-ce qu'il y a donc des questions que vous souhaitez poser à Shlomo? Voilà une question, la première question qui arrive. Bon, il y a une personne qui demande « Quel est le meilleur moyen de savoir comment ma grand-mère est décédée à Auschwitz ?» Alors, vous m'écrivez, Michel vous donnera mon mail et mon téléphone, et je peux trouver ça parce qu'on a online à Yad Vashem les archives nazies, les archives d'Auschwitz. Quand une personne arrive à Auschwitz, si elle va directement à la mort, il n'y a aucune trace que les traces d'avant, c'est-à-dire les listes de Klarsfeld et les dossiers de la police française. Si elle a passé la première sélection, alors il y a un numéro, et là je peux savoir qu'est-ce qui lui est arrivé. J'ai retrouvé, par exemple, mon grand-père a survécu à peu près 3 semaines. Il n'a pas été assassiné tout de suite. Et j'ai découvert où il travaillait. Et il y a des fiches qui… D'abord, j'ai su le numéro qu'il avait. Il est mort, mais il n'est pas mort tout de suite à l'arrivée. Il est mort à peu près 3 semaines après son arrivée d'épuisement. Mais j'ai tout retrouvé. Donc, il y a des possibilités
de retrouver. Et ça, vous donnera, Michel, vous parlerez avec Michel, il vous donnera le mail et mon mail et mon téléphone et je pourrai Alors, faire. je voudrais juste dire que les archives d'Auschwitz se trouvent aujourd'hui dans un centre qui se trouve à Bad Arolsen en Allemagne. Elles sont gérées par les autorités allemandes en liaison avec les différents instituts de la mémoire de la Shoah, y compris Yad Vashem. Ces archives sont numérisées, c'est-à-dire que lorsque vous connaissez le nom de la personne, vous pouvez par vous-même trouver trace de la personne qui a été déportée. Vous pouvez, vous découvrez le cas échéant, la date de décès. C'est totalement, cela fait exploser notre tête, mais les nazis tenaient un compte précis de toutes les personnes qui, on ne parle pas des gens qui ont été gazés à leur arrivée, mais les personnes qui entraient dans le camp, on savait tout ce qui se passait avec eux, quand ils mouraient, quand ils étaient hospitalisés. Tous les détails étaient consignés, on peut les retrouver aujourd'hui aux archives de Bad Arolsen. Vous écrivez Bad Arolsen. Ouais, vous mettez sur Internet. Voilà. Ouais. Et vous avez. Je voudrais rajouter juste, vous pouvez mettre sur Google, sur Internet, vous mettez ITS, majuscule, ITS, archives, et vous pouvez demander online, directement, vous pouvez les avoir. Alors, chers amis, nous arrivons à la fin de notre entretien, notre rencontre avec Shlomo Balsam. Nous remercions Shlomo Balsam. Si vous souhaitez entrer en contact avec nous, avec le programme GPS du Centre européen du judaïsme, il vous suffit d'envoyer un message à la source qui vous a envoyé l'invitation et qui transmettra par conséquent, qui me transmettra vos questions supplémentaires ou qui me donnera toute information que vous voudrez faire partager. Nous remercions encore Shlomo Balsam. Nous espérons retrouver Shlomo Balsam à une autre occasion. Nous avons tous été extrêmement émus. Enfin, je connais Shlomo depuis si longtemps, depuis plus de 50 ans, et pourtant, chaque fois que je l'entends parler, je suis extrêmement ému. Merci Shlomo, merci à tous d'avoir célébré à notre façon Yom HaShoah, le jour de la mémoire de la Shoah, ensemble. Merci et à très bientôt pour une nouvelle réunion GPS dans le cadre du Centre européen du judaïsme. Au revoir. Au revoir.